Ma belle-mère s'est immiscée dans mon mariage pour nous aider. Je la croyais juste intrusive avec ses visites surprises et ses questions, jusqu'à ce qu'elle mentionne un fait qui s'est produit alors que ma femme n'était même pas à la maison. Je travaille dans la cybersécurité. Plus précisément, je passe mes journées à traquer les accès non autorisés, à identifier les schémas de violation et à comprendre comment les gens s'introduisent dans des systèmes où ils ne sont pas censés être. Je vous dis cela d'emblée, car l'ironie de ce qui s'est passé dans ma propre maison ne m'échappe pas. Pas le moins du monde. Je m'appelle Antoine. J'ai 34 ans, marié à Chloé depuis 6 ans, ensemble depuis 9. Elle est institutrice en CE2. Je suis assis derrière des écrans toute la journée, à la recherche de fantômes numériques. Nous ne sommes pas un couple tape à accent grave-l'œil. Nous avons une maison avec 3 chambres dans une banlieue tranquille près de Lyon, un chien nommé Croquette qui a peur de son ombre, et une routine du vendredi soir qui implique des plats à emporter et la série de crimes réels dont Chloé est actuellement obsédée. Nous sommes ennuyeux de la meilleure façon qui soit. Ou plutôt, nous l'étions. La mère de Chloé s'appelle Hélène, 61 ans, retraitée, elle a géré l'accueil d'un cabinet dentaire pendant environ 20 ans. Pendant la majeure partie du temps où je l'ai connue, Hélène était correcte. Un peu autoritaire, certes. Elle avait un avis sur tout, de la marque de liquide vaisselle que nous utilisions à l'endroit où nous accrochions nos serviettes, mais c'était gérable. Chloé levait les yeux au ciel. Je souriais et hochais la tête, et nous continuions notre vie. Puis le mari d'Hélène l'a quittée. Richard, le père de Chloé, est parti il y a environ 2 ans après 35 ans de mariage. Pas d'adultère, pas de dispute dramatique. Il a juste dit à Hélène un soir qu'il n'était pas heureux depuis longtemps, et qu'il en avait fini. Il a fait une valise, a emménagé dans un appartement de l'autre côté de la ville, et c'était tout. Chloé l'a mal vécu. Elle parle encore à son père de temps en temps, mais leur relation est tendue. Hélène l'a encore plus mal vécu. Elle est passée d'une belle-mère modérément envahissante à quelque chose pour lequel je n'avais pas de mots à l'époque. Maintenant, j'en ai un, mais j'anticipe. Tout a commencé avec les visites. Il y a environ 8 mois, Hélène a commencé à se présenter chez nous sans appeler d'abord. Pas une fois par semaine, ni 2, mais 3, parfois 4 fois. Elle apportait de la nourriture que nous n'avions pas demandé, réorganisait des choses dans la cuisine qu'elle pensait être au mauvais endroit, et s'installait sur notre canapé comme si elle prenait son service. Je rentrais du travail et je la trouvais là, sans chaussures, regardant notre télé, Croquette blottie contre elle, car ce traître aimera quiconque lui gratte les oreilles. Au début, je me suis dit que c'était la solitude. Son mari est parti. Elle tourne en rond dans cette grande maison toute seule. Elle a besoin de liens. D'accord, je comprends. Je ne suis pas sans cœur. Mais ensuite, les questions ont commencé. Alors, comment ça va entre vous deux? Vraiment? Elle posait cette question avec ses lunettes de lecture sur le nez, me regardant comme une thérapeute lors d'une première séance. Je disais que tout allait bien, parce que c'était le cas. Et elle me faisait ce petit sourire, pas chaleureux, mais entendu, comme si elle avait des informations que je n'avais pas. Tu serais surpris de savoir ce qu'une femme raconte à sa mère, a-t-elle dit un soir lors du dîner du dimanche. Elle a juste glissé ça dans la conversation entre le service des haricots verts et une question à Chloé sur une réunion parents-professeurs. J'ai regardé Chloé. Chloé a regardé son assiette et Hélène a continué à manger. Ce petit sourire toujours sur son visage. Le fait est que Chloé et moi nous disputons parfois. Tous les couples mariés le font. Nous avions eu un désaccord la semaine précédente à propos d'argent. Rien de catastrophique, juste une divergence d'opinion sur l'opportunité de refaire la salle de bain des invités ou d'attendre une autre année. Des trucs normaux de couple marié. Mais 2 jours après cette dispute, Hélène est arrivée avec des échantillons de peinture. De vrais échantillons de peinture pour la salle de bain des invités. Elle les a étalés sur notre table de cuisine et a dit, « Chloé a mentionné que vous parliez de la salle de bain. J'ai pensé que ceci serait joli. » J'ai de nouveau regardé Chloé. Chloé a articulé sans un bruit, « Je n'ai rien dit », dans le dos d'Hélène. J'ai noté cela. Force de l'habitude. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à tenir un journal mental. Hélène faisait référence à des conversations que Chloé jurait ne jamais avoir eues avec elle. Elle mentionnait que mon emploi du temps était très exigeant alors que je n'avais parlé d'une semaine chargée à Chloé qu'en passant, pendant que nous nous brossions les dents.
Elle commentait des achats que j'avais faits, que j'avais à peine mentionnés à qui que ce soit, pas de grandes choses, une nouvelle paire de chaussures de course, un livre que j'avais commandé, des petits détails spécifiques qui n'auraient pas dû voyager de notre maison aux oreilles d'Hélène. J'en ai parlé à Chloé, prudemment. Est-ce que ta mère ne te semble pas plus impliquée ces derniers temps? Elle est seule, Antoine. Son mari l'a quittée. Elle essaie juste de rester proche. Je sais, mais elle n'arrête pas de mentionner des choses que je ne me souviens pas avoir dites à qui que ce soit. Chloé m'a jeté le regard. Celui qui signifie que je suis paranoïaque et qu'elle préférerait ne pas avoir cette conversation. C'est ma mère. Nous parlons. J'ai probablement mentionné des choses et j'ai oublié. J'ai laissé tomber. Je suis marié, pas stupide. Je sais quand insister et quand lâcher prise, mais je sais aussi reconnaître un schéma. C'est littéralement mon travail. Puis il y a eu le robinet. La salle de bain des invités avait une petite fuite. Le robinet goûtait par intermittence. Une de ces choses que vous remarquez à 2 heures du matin quand la maison est complètement silencieuse. Ça a commencé un mardi de mars. Je connais la date exacte parce que je l'ai notée dans mon téléphone pour me souvenir d'appeler un plombier. Chloé était à une conférence professionnelle à Annecy, à environ 3 heures de route. Elle est partie le lundi après-midi et n'est revenue que le jeudi soir. Pendant ces 3 jours, j'ai travaillé, je suis rentré à la maison, j'ai mangé des restes de pizza et j'ai écouté ce robinet goûter. Je n'ai appelé personne à ce sujet. Je n'ai pas envoyé de SMS à Chloé à ce sujet car ce n'était pas urgent et elle était occupée. Je n'en ai parlé sur aucun réseau. Je n'en ai parlé à personne. C'était juste moi, Croquette et un robinet qui goûte dans une maison vide. Le dimanche suivant, Hélène est venue dîner. Nous étions en train de ranger après, Chloé chargeant le lave-vaisselle, moi essuyant le comptoir, Hélène appuyée contre le chambranle de la porte avec un verre de vin comme si elle était chez elle. La conversation avait été normale, travail, météo, les élèves de Chloé. Puis Hélène a fait tourner son vin, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu devrais vraiment faire réparer ce robinet qui fuit dans la salle de bain des invités, Antoine. Ces choses-là ne font qu'empirer. » J'ai arrêté d'essuyer le comptoir. Chloé a levé les yeux du lave-vaisselle. Quel robinet qui fuit? Celui de la salle de bain des invités, dit Hélène comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Il goûte. Comment sais-tu ça? Ai-je demandé. J'ai gardé ma voix égale. Neutre, professionnelle. Hélène haussa les épaules. Chloé a dû en parler. Je n'étais pas au courant avant de rentrer jeudi, dit Chloé lentement. Elle m'a regardé, puis sa mère. Je ne pense pas en avoir parlé. Eh bien, quelqu'un l'a fait. Hélène prit une gorgée de vin. Peut-être as-tu oublié. Elle a changé de sujet pour parler du nouvel aménagement paysager de ses voisins et la conversation a continué, mais pas pour moi, parce que je savais avec une certitude absolue que personne dans ma maison n'avait parlé à Hélène de ce robinet. Chloé n'en a eu connaissance qu'après être rentrée depuis 2 jours. Et même là, elle ne l'a remarqué que parce que je le lui ai signalé. Je n'en avais parlé à personne. Donc, soit Hélène était voyante, soit elle avait été dans ma maison quand ni ma femme ni moi n'étions là. Je suis resté avec cette pensée pendant un long moment cette nuit-là. Chloé s'est endormie vers 23 heures. Je suis resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin, fixant le plafond, élaborant des scénarios. Dans mon domaine, on ne tire pas de conclusions hâtives. On recueille des données. On teste des hypothèses. On vérifie avant d'agir. Mais je vais être honnête avec vous, allongé dans cette chambre sombre, écoutant la maison se tasser et ce robinet goûter au bout du couloir, j'ai ressenti quelque chose que je ne ressens pas souvent au travail. J'ai eu l'impression que la violation avait déjà eu lieu, et que je ne faisais que découvrir les journaux d'événements. Le lundi suivant le commentaire sur le robinet, je suis rentré du travail et je suis allé directement à mon bureau à domicile. C'est une petite pièce à côté du couloir. Rien d'extraordinaire, un bureau, un écran, un classeur et une étagère de manuels sur les réseaux que je me dis toujours que je devrais donner. Je l'utilise pour le surplus de travail et les finances personnelles, les documents fiscaux, les papiers d'hypothèque, les relevés de placement, les trucs ennuyeux qui font tourner une vie. Je me suis tenu à la porte et j'ai regardé, vraiment regardé, de la même manière que je regarderais une salle de serveur après une intrusion suspectée. Le deuxième tiroir du classeur était fermé, mais pas complètement.
Un écart d'environ un demi-centimètre. Bon, je sais ce que vous pensez. Ce n'est rien. Les gens laissent souvent des tiroirs légèrement ouverts. Et vous avez raison. Normalement, je n'y penserai pas à deux fois, mais je suis la seule personne à utiliser ce classeur, et j'ai une habitude. Quand je ferme un tiroir, je le pousse jusqu'à ce qu'il clique. C'est inconscient à ce stade, comme verrouiller une portière de voiture. Clic. Fait. À chaque fois, ce tiroir n'avait pas cliqué. Je l'ai ouvert. Tout était là. Déclaration de revenus, documents hypothécaires, un dossier de vieille police d'assurance. Rien ne manquait, mais le dossier de l'hypothèque était sur le dessus. Je les garde par ordre alphabétique. Assurance, hypothèque, impôt. Le dossier de l'hypothèque aurait dû être au milieu. J'ai pris une photo du tiroir avec mon téléphone. Puis j'ai tout remis dans mon ordre habituel, je l'ai fermé jusqu'au clic, et je suis allé préparer le dîner. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai mené un test discret. Chaque matin avant de partir travailler, je photographiais mon bureau. La surface du bureau, le classeur, l'angle de mon clavier, la position d'une épingle que j'avais laissée sur une pile de papier spécifique. Je les ai placés avec précision comme si je mettais en scène des preuves, ce que je faisais, je suppose. Chloé trouvait que j'étais bizarre avec le bureau. « Tu as passé beaucoup de temps là-dedans » a-t-elle dit un soir. Des trucs pour les impôts, lui ai-je répondu, ce qui était à moitié vrai. Pendant ces 2 semaines, Hélène est venue 3 fois. Une fois pour dîner, une fois pour déposer des choses qu'elle avait achetées dans un grand hypermarché, et une fois parce qu'elle était dans le quartier. Chaque fois, j'ai vérifié le bureau après son passage. La première visite, rien n'a bougé. Deuxième visite, l'épingle s'est déplacée d'environ 5 cm vers la gauche, le tiroir du classeur était à nouveau légèrement entrouvert. Troisième visite, l'angle du clavier a changé, et un document que j'avais laissé face contre table sur mon bureau était face visible. Je veux être clair ici. Je n'étais pas encore en colère. J'étais confus. Hélène avait un double des clés de notre maison. Nous le lui avions donné il y a des années pour les urgences, arroser les plantes quand nous voyagions, ce genre de choses. Il était tout à fait possible qu'elle soit entrée pendant notre absence pour des raisons innocentes et qu'elle se soit simplement promenée dans mon bureau. Peut-être cherchait-elle quelque chose de bénin. Peut-être était-elle curieuse. Les gens peuvent être curieux sans être sinistres. Mais le commentaire sur le robinet revenait sans cesse. Elle était au courant d'un problème dans notre maison qui a commencé et n'a existé que pendant une période où Chloé était à des centaines de kilomètres. Ce n'est pas de la curiosité. C'est une présence physique. J'ai décidé d'en parler à Chloé. J'ai choisi mes mots avec soin. Nous étions assis sur la terrasse arrière après le dîner, Croquette chassant les papillons de nuit dans le jardin. Le genre de soirée tranquille qui donne habituellement l'impression que tout est gérable. Et, est-ce que ta mère est passée à la maison pendant la journée? Genre, quand on est tous les deux au travail? Chloé a froncé les sourcils. Pas que je sache. Pourquoi? Des choses dans mon bureau ont été déplacées. Des petites choses. Je voulais juste savoir si elle était passée prendre quelque chose. Antoine. Elle a posé son thé glacé. Tu es sérieusement en train d'accuser ma mère de s'introduire dans notre maison? Je n'accuse personne. Je pose une question. Elle a une clé pour les urgences. Elle ne fait pas d'effraction. Je n'ai pas dit effraction. J'ai dit passer. Il y a une différence. La mâchoire de Chloé s'est crispée. Elle traverse une période très difficile. Son mari l'a quittée après 35 ans. Elle est seule dans cette maison tous les jours. Si elle passe de temps en temps, est-ce vraiment la fin du monde? Si elle fouille dans mes dossiers personnels, oui, c'est une autre conversation. Elle ne fouille pas dans tes dossiers. Mon Dieu, Antoine, tu passes toute la journée à chercher des menaces au travail, et maintenant tu le fais aussi à la maison. Celle-là a fait mal. Pas parce qu'elle était méchante, mais parce qu'elle était partiellement juste. Je vois des schémas partout. C'est pour ça qu'on me paie. L'astuce est de savoir quels schémas sont réels et lesquels ne sont que du bruit. J'ai laissé tomber, mais je n'ai pas arrêté de surveiller. 2 jours plus tard, Hélène est revenue dîner. Elle était de bonne humeur, bavarde,
a apporté une bouteille de vin et une nouvelle recette qu'elle voulait essayer. Pendant que Chloé l'aidait à cuisiner dans la cuisine, je me suis assis dans le salon en faisant semblant de lire sur mon téléphone. Le sac à main d'Hélène était sur la chaise près de la porte. Son téléphone a vibré. Je ne l'ai pas touché, je n'ai pas regardé l'écran, mais je pouvais entendre sa conversation avec Chloé depuis la cuisine. Je dis juste, ma chérie, que tu travailles si dur. Tu mérites quelqu'un qui te donne la priorité. Antoine est un homme bon, mais il est marié à cet écran d'ordinateur. Maman, arrête. Je ne critique pas. Je dis juste ce que je vois. Ton père était pareil. Toujours ailleurs, même quand il était assis juste en face de moi. Je ne veux pas ça pour toi. Antoine n'est pas papa. Non, mais les schémas se répètent, ma chérie. J'ai posé mon téléphone et j'ai fixé le mur. Les schémas se répètent. Elle avait raison sur ce point, au moins. Après le dîner, Hélène est allée aux toilettes. Elle est partie peut-être 6 minutes, plus longtemps que d'habitude. Quand elle est revenue, elle glissait son téléphone dans sa poche en souriant. Ce gratin était parfait, n'est-ce pas? Plus tard dans la nuit, après le départ d'Hélène, j'ai de nouveau vérifié mon bureau. Rien de dérangé, mais j'ai remarqué autre chose. L'ordinateur portable partagé que nous gardons dans le salon, celui que Chloé et moi utilisons pour la navigation occasionnelle et le streaming, était ouvert sur l'écran d'accueil. Je le laisse toujours fermé quand je ne l'utilise pas. Chloé a dit qu'elle ne l'avait pas utilisé ce soir-là non plus. Nos messages sont synchronisés sur cet ordinateur portable. Chaque texto que Chloé et moi nous envoyons apparaît sur cet écran. Je me suis assis et j'ai vérifié l'activité récente. Quelqu'un avait fait défiler notre historique de messages. La position de défilement était différente de celle où je l'avais laissée. La personne qui lisait était remontée à environ 3 semaines, dans une période où Chloé et moi échangions des textos sur nos finances, sur l'opportunité de refinancer la maison, sur un compte de retraite que j'envisageais. Ma poitrine s'est serrée. Pas de la panique. De la reconnaissance. J'avais vu ce schéma une centaine de fois au travail. Accès non autorisé. Mouvement latéral dans un système. Collecte d'informations. Quelqu'un menait une reconnaissance sur mon mariage. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé me coucher. Chloé dormait déjà. Je suis resté allongé et j'ai pensé à ce que je savais et à ce que je pouvais prouver, ce qui, à ce stade, étaient 2 listes très différentes. Puis je me suis souvenu de quelque chose. Quelques jours plus tôt, Hélène était au téléphone dans notre allée après une de ses visites. J'étais en train de sortir les poubelles et j'ai entendu un fragment à travers la fenêtre ouverte de sa voiture avant qu'elle ne me remarque et ne baisse la voix. Sandra a dit que la situation de la maison est délicate car c'est un bien acquis avant le mariage. Sandra, situation de la maison, bien acquis avant le mariage. J'ai acheté cette maison 2 ans avant de rencontrer Chloé. Elle est à mon nom. Chloé est sur le prêt maintenant parce que nous avons renégocié ensemble. Mais l'achat initial, la valeur que j'ai accumulée avant le mariage, c'est à moi. Ce n'est pas quelque chose dont nous nous sommes déjà disputés. Ce n'est pas quelque chose que j'ai jamais ressenti le besoin de protéger, mais apparemment quelqu'un posait des questions à ce sujet. Quelqu'un du nom de Sandra, et Hélène relayait les réponses. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je suis allé travailler le lendemain matin et j'ai fait quelque chose que j'aurais probablement dû faire des semaines plus tôt. J'ai parlé à Grégoire. Grégoire est assis à 2 bureaux de moi. Nous travaillons ensemble depuis 4 ans, avons traversé 2 refontes de système et une alerte au rançongiciel qui nous a vieilli d'une décennie en 72 heures. C'est le genre de type qui ne pose pas de questions inutiles et ne répète pas les choses que vous lui dites. Dans notre domaine, cela vaut plus que n'importe quelle certification. J'ai tout déballé pendant le déjeuner. Les visites, les documents déplacés, le commentaire sur le robinet, l'ordinateur portable, l'appel téléphonique surpris à propos de Sandra et du bien acquis avant le mariage. Grégoire a mangé son sandwich et a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, il a posé sa serviette et a dit, « Donc, ta belle-mère mène en gros une campagne d'ingénierie sociale sur ton mariage. » C'est une façon dramatique de le dire. Est-ce que c'est faux? Je n'ai pas répondu. Tu as besoin de caméra, a-t-il dit. Ta maison, ton droit. Vérifie juste les lois locales sur l'enregistrement. J'y pensais déjà. Ce soir-là,
j'ai passé 2 heures à faire des recherches sur les lois françaises en matière de surveillance. Aucune attente de vie privée dans les parties communes de sa propre maison. L'enregistrement vidéo sans audio dans les espaces partagés est légal. Je n'allais pas mettre de caméra dans une salle de bain ou une chambre. Je n'allais pas enregistrer d'audio. J'avais juste besoin d'yeux sur ma propre porte d'entrée, mon salon, ma cuisine et mon couloir. Ma maison, ma sécurité, pas différent d'une sonnette connectée. Conceptuellement, juste un peu plus complet. J'ai commandé 4 petites caméras le lendemain. Sans fil, haute résolution, activées par le mouvement avec stockage sur le cloud. Grégoire m'a aidé à les positionner le samedi suivant pendant que Chloé était à un atelier de formation pour enseignants. Je me suis senti coupable de le faire pendant son absence. Mais je savais aussi que si je disais à Chloé que je voulais installer des caméras parce que je pensais que sa mère s'introduisait chez nous et fouillait dans nos dossiers, cette conversation tournerait vite au vinaigre. J'avais besoin de preuves d'abord, ensuite nous pourrions parler. Pendant que j'y étais, j'ai changé la serrure de la porte de mon bureau, remplacé la poignée intérieure standard par un pen dormant à clavier, dit à Chloé que c'était une exigence de conformité de mon travail. Que mon entreprise avait mis à jour sa politique de sécurité pour le télétravail et que tout bureau à domicile contenant des données de l'entreprise devait être sécurisé. C'était vrai à environ 60%. Nous avions bien une politique. Je ne l'avais simplement pas appliquée. Chloé n'a pas posé de questions. Elle ne se plonge pas dans les détails de mon travail. De la même manière que je n'essaie pas de comprendre les subtilités de l'enseignement de la division longue à des enfants de 8 ans sans perdre la tête. Puis j'ai attendu. En cybersécurité, l'attente représente la moitié du travail. Vous posez vos pièges, vous surveillez vos alertes, et vous laissez l'intrus venir à vous. La partie la plus difficile n'est pas la technologie, c'est la patience. Il a fallu 4 jours. Jeudi matin, Chloé est partie pour l'école à 7h15. Je suis parti travailler à 7h45. À 9h22, mon téléphone a vibré avec une alerte de mouvement. J'ai ouvert l'application dans mon bureau au travail et là, Hélène entrait par ma porte d'entrée avec son double de clé comme si elle rentrait des courses. Pas de coup à la porte, pas de SMS pour voir si quelqu'un était là, juste clé, porte, entrée. Elle est allée à la cuisine d'abord, a ouvert le frigo, a regardé autour, l'a refermé. Puis elle a descendu le couloir jusqu'à la porte de mon bureau, a essayé la poignée, verrouillée. Elle est restée là quelques secondes, a réessayé, puis a reculé et a regardé le clavier comme s'il l'avait personnellement offensé. Elle a même mis les mains sur les hanches. Si la situation n'avait pas été si tordue, j'aurais pu rire. Elle est retournée au salon, s'est assise à l'ordinateur portable, l'a ouvert, a passé environ 12 minutes dessus. Depuis l'angle de la caméra, je pouvais la voir faire défiler. Elle a sorti son téléphone à un moment donné et a tapé quelque chose en regardant l'écran de l'ordinateur, prenant des notes ou envoyant des informations à quelqu'un. Puis elle a fermé l'ordinateur, s'est levée et a passé 10 autres minutes à parcourir la maison. Elle a vérifié le placard de la chambre d'amis, a regardé dans le cellier, a ouvert le placard sous l'évier de la salle de bain. Elle ne cherchait rien de spécifique. Elle faisait un état des lieux, un inventaire. Puis elle est partie, a verrouillé la porte derrière elle. Temps total à l'intérieur, 31 minutes. J'ai sauvegardé la vidéo. Puis je me suis assis à mon bureau et j'ai fixé mon écran pendant un long moment sans vraiment le voir. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai capturé 3 autres entrées. Toujours les matins de semaine, toujours entre 9h et 11h. Elle a apporté un grand sac une fois, l'a emmené vide, l'a ressorti et je ne pouvais pas dire s'il y avait quelque chose dedans. La deuxième fois, elle a passé près de 20 minutes sur l'ordinateur portable. La troisième fois, elle est allée directement à la porte de mon bureau, l'a essayé, a échoué, puis s'est assise à la table de la cuisine pour parcourir une pile de courriers que j'avais laissés sur le comptoir. Notre courrier. J'ai commencé à tout documenter dans un tableur, date, heure d'entrée, heure de sortie, pièces visitées, activités observées. J'ai sauvegardé toutes les vidéos sur un disque crypté séparé. Vieilles habitudes. Pendant ce temps, je devais découvrir qui était Sandra. Le nom qu'Hélène avait mentionné au téléphone. Sandra a dit que la situation de la maison est délicate car c'est un bien acquis avant le mariage. Ce n'est pas un conseil d'amis désinvolte. C'est du langage juridique. Bien acquis avant le mariage, partage équitable.
Ces termes n'apparaissent pas dans une conversation normale. J'ai demandé à Grégoire de me rendre un service. Rien d'illégal, rien de particulièrement astucieux, juste une recherche dans les registres publics. Les annuaires des barreaux sont publics. Les registres de propriété sont publics. Grégoire a trouvé une Sandra Leclerc, avocate spécialisée en droit de la famille exerçant à Lyon. Le site web de son cabinet listait ses spécialités, divorce, partage des biens, garde d'enfants, contrat de mariage et post-nuptiaux. J'ai croisé Sandra Leclerc avec les relevés téléphoniques d'Hélène. Je sais. Mais Hélène avait appelé notre ligne fixe plusieurs fois et le journal d'appel affichait son numéro de portable. À partir de là, j'ai vérifié les réseaux sociaux publics. Sandra Leclerc et Hélène étaient dans le même club de lecture. Il y avait des photos sur la page Facebook de Sandra d'une fête de fin d'année. Hélène se tenait juste à côté d'elle, verre de vin levé, grand sourire. Elles étaient amies depuis des années. Hélène n'était pas seulement curieuse. Elle constituait un dossier, recueillait des informations financières chez moi, les transmettait à une amie avocate spécialisée en divorce, et s'efforçait de convaincre Chloé que son mariage échouait, tout en souriant, en apportant des gratins et en disant à Chloé qu'elle voulait juste aider. Je lui accorde ceci, en matière d'ingénierie sociale, c'était assez sophistiqué. Elle était patiente, systématique, et elle comprenait les vulnérabilités de ses cibles. Si je n'avais pas fait ce genre de travail professionnellement, je ne l'aurais peut-être jamais remarqué. Mais savoir et prouver sont deux choses différentes. J'avais des images de caméras d'Hélène entrant chez moi sans autorisation. J'avais la preuve qu'elle accédait à notre ordinateur portable personnel. J'avais des liens circonstanciels avec une avocate spécialisée en divorce. Ce que je n'avais pas, c'était un enregistrement d'Hélène parlant à Sandra de nos finances ou toute preuve directe qu'elle photocopiait des documents ou recueillait des informations pour une stratégie juridique. J'avais besoin de plus, et j'étais sur le point de l'obtenir, car Hélène était sur le point de me le servir sur un plateau. 2 semaines plus tard, Chloé est rentrée de l'école l'air perplexe. Elle s'est assise à la table de la cuisine et a dit « Maman pense que nous devrions envisager une thérapie de couple. Penses-tu que nous en avons besoin ?» Je ne sais pas. Peut-être. Nous avons été un peu distants ces derniers temps. Nous allons bien, Chloé. Nous avons eu une dispute à propos de la rénovation de la salle de bain. Ce n'est pas que ça. Maman dit que parfois les gens ne remarquent pas à quel point ils se sont éloignés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle a dit, Chloé s'est interrompue. Elle a dit quoi? Elle a dit que je devrais comprendre mes droits, juste au cas où. Elle a une amie qui est avocate. C'était là, juste là, sur ma table de cuisine, servi comme l'un des gratins d'Hélène. T'a-t-elle donné le nom de l'avocate? Sandra quelque chose. J'ai dit à maman que je ne voulais pas parler à une avocate. Nous ne divorçons pas. Non, ai-je dit, nous ne divorçons pas. Chloé a semblé soulagée. J'ai ressenti quelque chose de plus proche du calme. Le genre de calme qui vient quand vous avez enfin cartographié toute la surface d'attaque et que vous savez exactement où se trouve la brèche. 2 jours plus tard, Hélène a appelé Chloé pour organiser un week-end entre filles, journée au spa, shopping, nuit chez Hélène. Chloé semblait excitée. Je lui ai dit de bien s'amuser, car je savais déjà ce qu'Hélène allait faire dès que Chloé serait en sécurité chez elle, et que j'étais censé être au travail. Elle allait revenir chez moi, et cette fois, j'allais être prêt. Le week-end entre filles était prévu pour un samedi. Chloé est partie le vendredi soir. Hélène est venue la chercher, tout sourire et câlin à la porte, un sac en toile de collation dans une main et une brochure de spa dans l'autre. Elle m'a fait un signe de la main depuis l'allée. J'ai répondu. Amusez-vous bien, les garçons, a-t-elle dit en grattant Croquette derrière les oreilles. Croquette a remué la queue comme si elle était la meilleure personne au monde. Ce chien n'a absolument aucun instinct. J'ai passé la nuit de vendredi à me préparer. Premièrement, j'ai sorti de la maison tous les documents sensibles que j'avais, déclaration de revenus, relevé de placement, documents hypothécaires, police d'assurance vie, tout. Emballé dans une boîte et enfermé dans un coffre-fort à la banque cet après-midi-là. Tout ce qu'Hélène aurait pu vouloir photographier avait disparu. Deuxièmement, j'ai laissé un pot de miel. Un document intitulé « Planification financière 2024 » posé sur mon bureau, visible à travers le panneau de verre de la porte du bureau si vous colliez votre visage assez près. Le document avait l'air vrai.
En tête de notre société d'investissement, colonne de chiffres, résumé de comptes, mais les chiffres étaient faux. Pas follement faux, juste assez décalés pour que quiconque essaierait de les utiliser à des fins juridiques travaille avec de mauvaises données. J'avais passé 1 heure à le rendre convaincant. Risque du métier. Troisièmement, j'ai déplacé l'ordinateur portable du salon au comptoir de la cuisine et je l'ai laissé ouvert, déverrouillé, avec nos messages texte visibles à l'écran, mais j'ai changé les paramètres de synchronisation. Les messages qu'elle verrait ne remontaient qu'à 2 semaines, et ils étaient banals, liste de courses, coordination d'horaires, une conversation sur le rendez-vous chez le vétérinaire de Croquette. Rien d'utile. Tout l'historique réel était stocké sur mon téléphone et sauvegardé, mais l'ordinateur portable était désormais une impasse. Enfin, je me suis assuré que chaque caméra avait une charge complète et une ligne de vue dégagée. Puis j'ai emmené Croquette en promenade, je suis rentré, j'ai mangé un sandwich et je suis allé me coucher. Samedi matin, mon réveil a sonné à 7 heures, mais j'étais déjà éveillé. J'ai pris une douche, fait du café et quitté la maison à 8h15. J'ai conduit jusqu'à l'appartement de Grégoire, à 6 km de là. Grégoire avait installé son salon comme une petite station de surveillance, ce qui vous dit tout ce que vous devez savoir sur Grégoire. 2 ordinateurs portables. Les flux des caméras en direct sur l'un. Un match de football du week-end précédent sur l'autre, parce que Grégoire est un homme d'équilibre. Nous n'avons pas attendu longtemps. À 9h41, la Camry argentée d'Hélène s'est garée dans mon allée. C'est l'heure du spectacle, a dit Grégoire. Il a coupé le son du football. Hélène est sortie de la voiture, portant un grand sac et un dossier en carton. Elle a jeté un coup d'œil dans la rue, puis s'est dirigée vers la porte d'entrée et est entrée avec le double de clés. Aucune hésitation. Elle l'avait fait tellement de fois que c'était une routine pour elle. Cuisine d'abord. Elle a posé le sac sur le comptoir et s'est dirigée directement vers l'ordinateur portable, s'est assise, l'a ouvert et a commencé à faire défiler. Après environ 4 minutes, elle s'est arrêtée, a froncé les sourcils et a fait défiler un peu plus. Puis elle a pris son téléphone et a tapé un message. J'ai observé son visage sur le flux de la caméra. Elle avait l'air frustrée. L'historique des messages qu'elle avait l'habitude d'exploiter avait disparu. Tout ce qu'elle obtenait, c'était le calendrier de vaccination de Croquette et si nous avions besoin de plus de crème. Elle a fermé l'ordinateur portable et s'est levée. A descendu le couloir, a essayé la porte de mon bureau, verrouillée. Elle a tapé des chiffres au hasard sur le clavier. Rien. A réessayé. Rien. Elle a collé son visage contre le panneau de verre étroit à côté du cadre de la porte et j'ai regardé ses yeux bouger. Elle a vu le document sur le bureau. Le pot de miel. Et voilà, a dit Grégoire doucement. Hélène a reculé, a regardé à nouveau le clavier, puis a fait quelque chose que je n'avais pas prévu. Elle a sorti une carte de crédit de son portefeuille et a essayé de la glisser entre la porte et le cadre. Une vieille technique pour contourner les serrures. Ça n'a pas fonctionné sur un peine dormant, évidemment, mais le fait qu'elle ait essayé m'a tout dit sur son état d'esprit. Elle n'était plus une fouineuse occasionnelle. Elle était déterminée. Elle est retournée à la cuisine, a ouvert son sac, a sorti un petit dossier et une clé USB. Elle a branché l'USB sur l'ordinateur portable et y a passé environ 7 minutes. De l'angle de la caméra, on aurait dit qu'elle essayait de copier des fichiers. J'avais effacé tout ce qui était personnel de cette machine il y a 2 jours, mais elle ne le savait pas. Puis elle a débranché l'USB, l'a remise dans son sac et a ouvert le dossier en carton qu'elle avait apporté. À l'intérieur se trouvaient des documents. Je ne pouvais pas les lire depuis la caméra, mais je pouvais voir la mise en page. Des pages de format légal, un texte dense, ce qui ressemblait à un en-tête en haut. Elle les a étalés sur la table de la cuisine et a pris des photos de notre cuisine, de notre salon, du couloir, de la porte fermée du bureau. Elle documentait la maison pièce par pièce, comme pour une expertise immobilière. Grégoire m'a regardé. Est-ce qu'elle constitue un dossier de divorce? Oui, ai-je dit. Je pense qu'elle en constitue un depuis des mois. Hélène a passé encore 15 minutes dans la maison. Elle a ouvert les placards, vérifié le garage, regardé dans la buanderie. Elle a pris des notes dans un petit carnet. Puis elle a tout remballé dans son sac, a jeté un dernier regard à la cuisine et est partie. A verrouillé la porte derrière elle. Temps total, 43 minutes.
Je suis resté assis dans l'appartement de Grégoire et j'ai regardé le flux vide de ma propre cuisine. Le comptoir où ma femme et moi prenons le petit déjeuner. La table où nous faisons des puzzles les dimanches pluvieux. La pièce où ma belle-mère venait de mener une opération de renseignement de 43 minutes sur mon mariage. Ça va, a demandé Grégoire. Ouais. J'ai juste besoin de trouver la bonne façon de gérer ça. Tu en as assez pour la confronter. Je ne veux pas confronter Hélène. Je veux montrer à Chloé. C'était la partie difficile. Hélène, je pouvais la gérer. Hélène était l'acteur de la menace et je l'avais cartographiée. Mais Chloé était ma femme, et lui montrer que sa mère s'était systématiquement introduite dans notre maison, lisait nos messages privés et constituait un dossier de divorce dans son dos allait la blesser d'une manière que je ne pouvais ni prévoir ni contrôler. Je suis rentré chez moi samedi après-midi et j'ai passé le reste de la journée à organiser. J'ai compilé chaque séquence vidéo dans un seul dossier, chronologique, horodaté. J'ai inclus mon tableur documentant chaque entrée, les photos que j'avais prises des objets déplacés dans mon bureau, les registres publics montrant le lien de Sandra Leclerc avec Hélène, et des captures d'écran des flux de caméras montrant Hélène avec la clé USB et les documents juridiques. Je n'ai rien inclus d'émotionnel, pas d'accusation, pas de commentaires, juste des données. D'après mon expérience, les données parlent d'elles-mêmes. Vous les présentez. Vous laissez le schéma émerger. Et vous laissez la personne qui les regarde arriver à sa propre conclusion. Chloé est rentrée dimanche soir. Elle était détendue du spa, bavarde à propos d'un restaurant qu'elle et Hélène avaient essayé, animée d'une manière que je n'avais pas vue depuis des semaines. J'ai failli ne pas vouloir gâcher ça. Puis elle s'est assise sur le canapé, a sorti son téléphone et a dit « Maman et moi avons eu une très bonne discussion ce week-end à notre sujet. Elle pense que je devrais vraiment réfléchir à ce que je veux pour mon avenir. » Que veux-tu pour ton avenir? Je nous veux, Antoine. Mais maman a soulevé de bons points sur le fait de m'assurer que je suis protégé financièrement. Protégé de quoi? Juste en général. Elle a dit, as-tu déjà pensé à savoir si vous étiez vraiment compatibles? Et je ne sais pas. Dernièrement, j'ai l'impression que nous nous éloignons. J'avais déjà entendu ces mots exacts. Hélène me les avait dit il y a 2 semaines, presque mot pour mot, debout dans notre cuisine pendant que Chloé était aux toilettes. As-tu déjà pensé à savoir si vous deux étiez vraiment compatibles? Elle jouait le même scénario avec nous deux. J'ai regardé ma femme. Elle était assise là, tenant son téléphone, avec l'expression inquiète de quelqu'un qui avait été lentement convaincu au fil des mois que son mariage parfaitement fonctionnel s'effondrait. Elle n'était pas contrariée parce qu'elle était malheureuse. Elle était contrariée parce que sa mère lui avait dit qu'elle devrait l'être. Chloé, ai-je dit, je dois te montrer quelque chose. Ce ne sera pas facile à voir, mais j'ai besoin que tu regardes tout avant de réagir. Elle a posé son téléphone. Qu'est-ce que c'est? J'ai ouvert mon ordinateur portable et je l'ai tourné vers elle. C'est notre caméra de la porte d'entrée de jeudi matin dernier. Sur l'écran, Hélène franchissait notre porte d'entrée avec son double de clés, sac à main à la main, se dirigeant droit vers le couloir. Le visage de Chloé s'est figé. Je lui ai tout montré. Chaque clip, chronologiquement. Je n'ai pas commenté, pas éditorialisé, pas pointé l'écran du doigt en disant « Regarde cette partie ». J'ai juste laissé la vidéo se dérouler. Hélène entrant par notre porte d'entrée. Hélène essayant la poignée du bureau. Hélène assise à l'ordinateur portable, faisant défiler nos messages. Hélène pressant son visage contre la vitre du bureau. Hélène avec la carte de crédit essayant de contourner le pen dormant. Hélène branchant une clé USB. Hélène photographiant nos pièces avec des documents juridiques étalés sur la table de la cuisine. Chloé n'a pas bougé. Elle est restée assise sur le canapé, les mains sur les genoux, regardant sa mère se promener dans notre maison comme un entrepreneur faisant une visite de chantier. Et son visage a traversé environ 7 émotions différentes en 10 minutes, la confusion d'abord, puis la reconnaissance, puis quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la honte. Quand le dernier clip s'est terminé, celui du samedi matin, la session de 43 minutes, pendant que Chloé était censée profiter d'une journée au spa, Chloé a fermé l'ordinateur portable lentement, comme si la charnière pesait 100 kilos. Depuis combien de temps, a-t-elle murmuré. Les caméras sont installées depuis environ 3 semaines. Mais d'après ce que j'avais remarqué avant, elle vient depuis des mois. Des mois. Le robinet, Chloé.
Elle était au courant pour le robinet pendant que tu étais à Annecy. Elle était dans notre maison cette semaine-là. Chloé s'est levée, est allée à la cuisine et est revenue avec un verre d'eau qu'elle n'a pas bu. Elle l'a juste tenu. Elle m'a dit que tu prenais tes distances. Elle a dit qu'elle le voyait. Elle a dit que tu étais toujours sur ton ordinateur et que je méritais quelqu'un de présent. Elle a dit que papa était pareil. Et qu'elle ne voulait pas que je fasse la même erreur. Je sais. Elle le dit depuis des mois. Des petites choses. Est-ce qu'Antoine t'apprécie vraiment? Quand est-ce qu'il a organisé quelque chose de spécial pour la dernière fois? Une femme ne devrait pas avoir à mendier de l'attention. Je pensais qu'elle était juste protectrice. Elle était stratégique. Chloé m'a regardé avec des yeux rougis. Qui est Sandra? Je lui ai dit. Sandra Leclerc, avocate en droit de la famille, à Lyon. L'amie d'Hélène du club de lecture. 14 appels en 6 semaines. Le commentaire surpris sur le bien acquis avant le mariage. Chloé a posé le verre d'eau assez fort pour qu'il éclabousse. Elle parlait à une avocate de divorce de mon mariage sans me le dire. Oui. Et elle m'apportait les conseils comme si c'était les siens. Assure-toi d'être protégée, ma chérie. Une amie avocate a dit que tu devrais comprendre tes droits. Oui. Chloé a pris son téléphone et a appelé sa mère. Je n'ai pas essayé de l'arrêter. C'était sa conversation à avoir. Hélène a répondu à la deuxième sonnerie. Je pouvais entendre sa voix à travers le téléphone, vive et chaleureuse. Salut ma chérie. Tu es bien rentrée? Je pensais justement à ses pattes. Nous. Maman. Maman, pourquoi étais-tu dans ma maison jeudi? Silence. 3 longues secondes. Qu'est-ce que tu veux dire? Jeudi matin, 9h22. Tu es entré avec le double de clés. Tu as essayé d'entrer dans le bureau d'Antoine. Tu t'es assise à notre ordinateur portable pendant 12 minutes. Tu veux que je continue? Plus de silence. Puis la voix d'Hélène a changé. Plus basse. Prudente. Je venais juste voir comment ça allait. Tu sais, je m'inquiète pour la maison quand vous êtes tous les deux au travail. Je voulais m'assurer que tout était. Tu as photographié nos pièces, maman. Tu as apporté des documents juridiques. Tu as branché une clé USB dans notre ordinateur. Je ne sais pas ce qu'Antoine t'a raconté, mais... Antoine m'a montré les images de la caméra. La ligne est devenue silencieuse. Quand Hélène a de nouveau parlé, sa voix avait complètement changé. Plus dure, défensive. Des caméras. Il a mis des caméras dans votre maison. Comprends-tu à quel point c'est contrôlant? Un homme qui espionne sa propre belle-mère. Chloé, c'est exactement ce dont j'essayais de te prévenir. J'ai regardé le visage de Chloé à ce moment-là. C'était le tournant, car Hélène ne s'est pas excusée. Elle n'a pas expliqué. Elle n'a pas dit « Je suis désolée. Je suis allée trop loin ». Elle a instantanément pivoté. A transformé la preuve de ses propres actions en une accusation contre moi. Et Chloé l'a vu se produire en temps réel. Maman, qui est Sandra Leclerc? C'est une amie. C'est une avocate spécialisée en divorce. C'est une amie qui se trouve être avocate. Et je lui ai posé quelques questions parce que j'étais préoccupé par le bien-être de ma fille. Est-ce un crime? Tu lui transmettais nos informations financières. Des informations que tu as obtenues en t'introduisant dans notre maison. J'ai une clé, Chloé. Je ne m'introduisais pas. Ton mari déforme tout. La clé était pour les urgences. Et je pense que ton mariage est une urgence. Tu ne le vois tout simplement pas parce que tu es trop proche. Chloé a fermé les yeux. Quand elle les a rouverts, sa voix était stable, plus calme que je ne l'avais jamais entendue. Maman, j'ai besoin que tu m'écoutes. Je ne vais pas me disputer avec toi ce soir. Je vais dire ça une fois. Tu es entré dans notre maison sans permission à plusieurs reprises. Tu as lu nos messages privés. Tu as fouillé dans les documents personnels d'Antoine. Tu as donné nos informations financières à une avocate de divorce sans ma connaissance ni mon consentement. Tu as passé des mois à essayer de me convaincre que mon mariage échouait tout en travaillant activement pour qu'il le fasse. Chloé, tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger. J'ai besoin d'espace.
Je ne sais pas combien. Je ne sais pas pour combien de temps, mais je ne peux pas te parler en ce moment. Et j'ai besoin que tu respectes ça. Hélène s'est mise à pleurer. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Après tout ce que j'ai sacrifié, tu le choisis lui plutôt que ta propre mère. Je choisis mon mariage, et je choisis l'honnêteté. Bonne nuit, maman. Elle a raccroché, a posé son téléphone face contre la table basse. Croquette, sentant la tension avec le peu d'instinct qu'il possède, a grimpé sur le canapé et a posé sa tête sur ses genoux. Aucun de nous n'a rien dit pendant un moment. Puis Chloé m'a regardé. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé des caméras? Parce que j'avais besoin d'être sûr avant d'accuser ta mère de quelque chose d'aussi grave. Si j'avais eu tort, cela aurait endommagé votre relation pour rien. Et si tu avais eu raison, mais que je ne t'avais pas cru? Alors j'aurais eu les images pour te le montrer, ce qui s'est passé. Elle a hoché la tête lentement. Je suis en colère contre toi de ne pas me l'avoir dit, et je suis furieuse contre elle de faire en sorte que tu ne puisses pas le faire. C'est juste, dans les deux cas. Ce qui s'est passé ensuite a pris des mois, pas des jours. Je veux être honnête à ce sujet. Il n'y a pas eu un seul moment dramatique où tout s'est résolu. La vie ne fonctionne pas comme ça. Hélène a d'abord essayé d'utiliser nos proches contre nous. Elle a appelé la tante de Chloé, son cousin, deux vieilles amies de Chloé de l'université. L'histoire qu'elle a racontée était qu'Antoine était contrôlant et paranoïaque, qu'il avait installé des caméras de surveillance pour surveiller Hélène, qu'il isolait Chloé de sa famille. Certains d'entre eux ont appelé Chloé. Certains m'ont envoyé des SMS directement. J'ai répondu à chacun de la même manière, calmement, avec des faits. Quelques-uns ont changé d'avis une fois qu'ils ont compris la situation dans son ensemble. Quelques-uns non. C'est comme ça. Nous avons changé les serrures. Évidemment. Plus de double de clé pour personne. Chloé et moi avons commencé une thérapie de couple. Un thérapeute que nous avons choisi ensemble à partir d'une liste fournie par notre assurance, pas quelqu'un qu'Hélène avait présélectionné. C'était bien, plus difficile que ce à quoi je m'attendais. Chloé a dû déballer des années d'influence de sa mère. La façon dont les opinions d'Hélène s'étaient subtilement tissées dans les propres pensées de Chloé jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus faire la différence. Il ne s'agissait pas seulement des intrusions. Il s'agissait d'une vie entière où Hélène se présentait comme la seule personne qui comprenait vraiment ce dont Chloé avait besoin. J'avais mon propre travail à faire. J'avais passé tellement de temps en mode analyse que j'avais oublié d'être simplement présent. Chloé n'était pas un système à surveiller. Elle était ma femme. Les caméras ont été retirées une fois la situation résolue. Toutes. Je ne voulais pas vivre dans une maison qui ressemblait à une opération de sécurité. 6 mois plus tard, voici où en sont les choses. Chloé et moi sommes solides. Mieux qu'avant, pour être honnête. Traverser une épreuve difficile ensemble vous brise ou vous lie. Et nous avons choisi la deuxième option. Hélène est en thérapie. C'était la condition de Chloé pour toute relation continue. Non optionnelle, non négociable. Hélène a résisté au début. Puis Chloé ne l'a pas appelée pendant 5 semaines et Hélène a trouvé un thérapeute la 6e semaine. Elle se parle au téléphone maintenant une fois par semaine, de manière supervisée dans le sens où Chloé fixe des sujets clairs et met fin à l'appel si Hélène commence à dévier. Ce n'est pas encore chaleureux. Ce ne sera peut-être jamais ce que c'était, mais c'est honnête, ce qui est plus que ce n'était avant. Sandra Leclerc n'a jamais été contactée par Chloé. Quel que soit le dossier qu'Hélène avait constitué, il est mort dans l'œuf. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de la clé USB ou des documents juridiques. Franchement, je m'en fiche. Ils étaient basés sur des informations volées et de mauvaises données provenant d'un document pot de miel. Alors, bonne chance avec ça. Je travaille toujours dans la cybersécurité. Je rentre toujours à la maison pour retrouver Croquette, des plats à emporter et la série que Chloé est en train de dévorer. Nos vendredis soirs sont à nouveau ennuyeux, de la meilleure façon possible. Mais j'ai appris quelque chose de tout cela. Les plus grandes menaces ne viennent pas toujours de l'extérieur du périmètre. Parfois, elles viennent de quelqu'un avec un double de clé, un gratin et un sourire. Quelqu'un qui est à l'intérieur de votre réseau depuis si longtemps que personne ne pense à vérifier les journaux d'accès. Mon conseil, vérifiez les journaux. Même ceux que vous pensez être propres. Surtout ceux-là.